Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie, d'être venus ce matin, commencer la semaine avec nous. Je vous propose un premier webinaire, sur la thématique du digital en PME agroalimentaire. C'est le premier webinaire d'une saga d'autres webinaires qui aura lieu, par la suite. Pour le premier, nous avons choisi de travailler sur les solutions pour l'organisation de la production en interne. Je suis Jade Aronin du CERCIA Interface, conseillère technologique en innovation agroalimentaire, et c'est moi qui vais faire l'animation de ce webinaire ce matin, en partenariat avec mes collègues, donc Ornella Aveco qui s'occupera du chat, et de Laurine Coquerel qui est responsable de l'animation, donc questionnaire et sondage que vous avez en haut à droite de votre écran. Ce webinaire est organisé en partenariat par le CERCIA Interface et en partenariat avec la structure Agrosphère. Nous sommes toutes deux structures d'accompagnement des entreprises agroalimentaires en Hauts-de-France. Pour commencer, je vous propose un plan de séance. On commencera par redéfinir ce que c'est que le digital en entreprise agroalimentaire, de quoi est-ce qu'on parle. Je vous propose ensuite de travailler sur le digital au service de l'organisation de la production et du développement produit. On parlera ensuite, grâce aux intervenants qui nous font l'honneur de venir aujourd'hui, des retours d'expérience de deux entreprises très différentes qui ont fait des choix très différents. Je vous propose ensuite de parler de vos projets, de vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on organise un projet de digitalisation des entreprises agroalimentaires. Et je vous propose de vous présenter également un guide qui a été co-créé par le CERCIA et l'ARACT Hauts-de-France, qui vous permettra de mettre en place le digital dans vos entreprises. Nous conclurons à partir de 11h30 sur vos retours et les prochaines sessions. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu du CERCIA Interface. Donc, on est une structure d'accompagnement des PME agroalimentaires en Hauts-de-France depuis une vingtaine d'années. Nous sommes financés par la région Hauts-de-France et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 4 ingénieurs sont à votre service pour vous accompagner dans vos projets. Je vais vous expliquer par la suite un petit peu ce en quoi on peut vous être utile. Nous avons la chance d'appartenir à plusieurs réseaux agroalimentaires assez denses, ce qui nous donne une grande force auprès des entreprises alimentaires, et on en est très fiers aujourd'hui. Comment est-ce que nous intervenons ? Nous intervenons d'abord et surtout sur l'accompagnement individuel de vos projets d'entreprise agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on vous met en relation avec les bonnes compétences au bon moment et nous facilitons les mises en relation. Donc, en fonction de vos besoins, centres techniques, pôles de compétitivité, universités, écoles et autres. Nous avons la chance d'en accueillir aujourd'hui plusieurs. Comment est-ce que nous intervenons ? Donc, nous vous proposons nos conseils, notre expertise, nous vous mettons en relation donc avec les bonnes personnes et nous vous accompagnons dans la gestion de vos projets. Nous avons aussi, du fait de notre label cellule de diffusion technologique, le devoir de vous tenir informé de l'actualité de l'agroalimentaire. De ce fait, nous diffusons de l'information telle qu'aujourd'hui via les webinaires, des ateliers collaboratifs et des actions collaboratives. Nous avons deux grandes thématiques d'intervention. Tout ce qui va être lié à l'innovation produit, donc création de nouveaux produits, création de services associés ou connexes. En action collaborative associée, nous travaillons beaucoup sur le concours Food Créative que vous avez certainement connu, que vous connaissez probablement en Hauts-de-France. C'est le concours de l'innovation en agroalimentaire qui a lieu tous les 2 ans. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller sur la page du Food Créative et vous renseigner pour la session 2022. Le deuxième volet sur lequel nous intervenons, qui est le cœur du sujet aujourd'hui, ça va être l'amélioration de la performance globale des entreprises agroalimentaires. Et finalement, le digital dans les entreprises agroalimentaires, qu'est-ce que c'est ? De quoi est-ce qu'on parle ? Votre avis nous intéresse et
en ça, j'invite ma collègue Laurine Coquerel à diffuser le lien Mentimeter. Donc, un pop va s'afficher soit directement sur votre écran, soit dans le questionnaire. Nous nous laissons environ 2 minutes pour interagir et voir un petit peu les résultats. Donc là, on commence à voir les résultats apparaître. Et le premier mot qui apparaît ici, c'est performance. Effectivement, il y a un lien. Ça peut être, le digital peut vous aider à être plus performant en entreprise. Donc, on a différents mots qui apparaissent là aujourd'hui. Je vois collaboration, je vois connexion, je vois données, du commerce, de l'optimisation. C'est un nuage de mots très riche qui continue à s'enrichir manifestement. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre participation. Ça donne du contenu et beaucoup d'informations. Effectivement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le digital peut vous aider en entreprise agroalimentaire. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, le digital, qu'est-ce que c'est? Pour aujourd'hui, nous allons nous accorder sur les définitions suivantes. Le numérique est différent du digital. Le numérique, ce sont les données quantifiées de l'activité. On va par exemple parler du nombre de commandes clients, des cadences machines, des consommations de la ligne ou autres. Donc ça, c'est l'extraction des données de votre activité qui, elle, est en continu. L'extraction des données numériques, ça va être la captation d'informations ponctuelles qui vous permettra de faire du pilotage. Mais finalement, ces données numériques, vous pouvez les récupérer sur du papier sans aucun souci. Le digital, ça va être tout ce qui va être la captation et l'exploitation de toutes ces données-là. Le traitement digital. Donc, on va utiliser des capteurs, des interfaces d'accès, d'exploitation aux informations numériques. Et en fait, les outils de captation, ça va être par exemple des tablettes, des logiciels, des scans ou autres, comme on peut le connaître. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire-là et pour le reste de la session, nous ne parlerons que de digital. Deuxième activité à laquelle on va avoir besoin de votre participation, si vous le voulez bien, sondage. Pour quelles applications utilisez-vous le digital dans votre entreprise? Je vous invite ici à rejoindre le sondage qui s'affiche en haut à droite de votre écran et y participer. On se laisse à peu près 2 minutes pour y répondre. Donc on voit qu'on commence à avoir des tendances qui se forment ici. Donc dans vos entreprises, apparemment, le digital pour vous, c'est davantage la facilitation des processus métiers internes et la facilitation des échanges commerciaux avec la sécurisation des données.
Ce qui est intéressant comme résultat pour la suite de ce webinaire et pour la suite. Donc, parfait. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir répondu à ce premier sondage. Donc. OK. Le digital, c'est la mise en place, l'intégration du digital dans les entreprises agroalimentaires qui n'en ont pas l'habitude ou même qui en ont l'habitude. Ça peut être un projet d'envergure assez conséquent pour les entreprises. Donc, il est très important de penser en gestion de projets collaboratifs. Mais ça, on y reviendra à la fin du webinaire. Je vous présenterai un petit peu le guide que vous pourrez télécharger. Mais de façon générale, pensez que c'est une démarche participative, donc transsectorielle, parce que vous avez un intérêt à solliciter les différents services de votre entreprise, mais également transversale, puisque vous avez intérêt à solliciter toutes les personnes de toutes les strates de votre entreprise pour avoir le son de cloche de chacun. Donc, tous les corps de métier peuvent être intéressés par l'intégration de votre solution. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici dans les utilisations possibles d'un outil digital agroalimentaire en faveur de la performance globale. Ça colle plutôt bien à vos réponses au précédent sondage. Mettons par exemple que votre responsable qualité puisse être sollicité, ce serait quand même très intéressant. Lui, il va peut-être vous parler du pilotage, d'amélioration du pilotage des indicateurs qualité en interne. Il va peut-être aussi solliciter le référencement des fournisseurs, pourquoi pas. L'outil digital peut faciliter cela. D'autres corps de métier peuvent être sollicités, par exemple, votre acheteur, il peut avoir envie d'avoir un historique d'achat par les clients. Il peut également aussi avoir envie d'avoir un accès facile et mobile aux données. Beaucoup de besoins peuvent vous remonter et c'est en ça qu'il est important de solliciter tous les corps de métier dans votre entreprise. J'espère que cette première partie a été claire. Je vous invite maintenant à échanger dans le chat et à interagir sur votre avis et sur ce que vous avez pensé de cette première partie-là. Alors, je vois un message de Monsieur Ferron. Est-il prévu de nous faire parvenir le support à la suite de la visio? Oui, bien sûr. Si vous le souhaitez, nous vous ferons parvenir le support, pas de souci. Merci Ornella pour ta réponse très rapide. On peut se laisser encore un petit peu de temps pour ceux qui en ont envie, qui en ont besoin pour participer, pour échanger sur cette première partie-là. N'hésitez pas si c'était clair pour vous ou pas. Avec plaisir. Bon, il n'y a pas de souci. Si vous voulez interagir de nouveau, vous pouvez continuer à nous solliciter via le chat. Nous vous répondrons avec plaisir. On va continuer. Le digital au service du développement produit et l'organisation de la production. Pour cela, j'invite Monsieur Fourcroy qui nous fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Monsieur Fourcroy de l'entreprise Manage Artwork, que j'invite à venir sur scène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, très bien. Donc, alors pour cette partie-là, donc on va regarder comment aborder la digitalisation à deux points de vue sur les deux piliers d'un développement digital dans une PME agroalimentaire, qui est le sujet du jour. D'une part, la production, d'autre part, le développement produit. D'accord? C'est lié, les objectifs sont les mêmes. Connecter, digitaliser, avoir une information en temps réel, anticiper, planifier, accélérer le traitement, automatisé. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec ces deux parties-là. Okay.
Donc, si vous pouvez avancer sur la presse, voilà. On a sur ces deux parties des événements qui sont très structurants pour l'entreprise. Côté production, donc on va aller regarder du global au plus détaillé. Donc, on va commencer par le pilotage de la production, les échanges avec les tiers, d'accord, approvisionner, vendre, augmenter la productivité, piloter les opérations en temps réel. Donc là, tout en bas, on est en machine, hein, on est sur l'outil de prod. Ok. Et de l'autre côté, pendant la prod, comment développer votre entreprise et ses produits. Et pour ça, on a de nombreux outils qui permettent de le faire, avec du pilotage de portefeuille produit, de la planification de lancement, mais aussi toute la gestion en fait de la création de produits, du contenu de produit, et puis la diffusion vers le web, d'accord. Et ça, c'est très important parce que vous allez investir sur un outil de production, vous allez développer et améliorer votre productivité, mais pour ça, il faut pouvoir la diffuser et la créer d'une façon peut-être plus rapide qu'actuellement, plus vite sur le marché. C'est l'objet de ces outils de développement produit. Et je pense que les deux sont liés, donc il faut vraiment avoir en tête ces deux parties-là, parce que l'ensemble de l'entreprise va évoluer. Non seulement évidemment la production, mais aussi la partie commerciale, marketing, ce qui va vous permettre d'accéder aux produits. Et la tendance, on est bien vers le e-commerce, d'accord, vers le web. Et ce qui se passe, c'est que on a de plus en plus de distributeurs. Moi, je travaille avec beaucoup de distributeurs qui ont besoin de catalogues électroniques, qui ont besoin d'accéder à vos données produits de manière digitale. Avant, vous pouvez envoyer un Excel, ça suffisait. Maintenant, ils vont vous demander d'accéder à une plateforme, d'accord. Donc pour ça, il faut aussi penser à digitaliser le produit. Et du coup, on va passer la slide d'après. Maintenant, on va regarder les différents outils. Okay. Donc là, sur cette slide qui est assez dense, on est sur la partie production. Vous allez retrouver la même vue que tout à l'heure. À droite, vous avez la vue stratégique. Donc, on part du pilotage global de l'entreprise et les outils qui sont associés, jusqu'en bas, la vue opérationnelle, c'est-à-dire l'opérationnel sur machine. D'accord. Et à chaque étape, vous avez une typologie d'outils. Et donc, suivant la taille de votre entreprise, suivant vos objectifs, suivant l'étape aussi où vous en êtes, parce que vous n'allez pas directement faire du planning stratégique, vous avez des outils qui sont adaptés. Donc, sur ce document, on a rassemblé l'ensemble des informations, tous ces acronymes, en fait, qui correspondent à chaque fois à ces fonctionnalités. Donc, le plus connu, évidemment, on a l'ERP, hein, qui permet de gérer l'entreprise et les tiers. Mais on a aussi la partie GPAO, production, qui est le plus ancien peut-être, qui a démarré avec directement la prod. Son nouvel acronyme, c'est le MES, Manufacturing Execution System, qui permet de piloter la prod. Et après, on descend jusqu'au capteur en machine, en sachant que vous avez aujourd'hui beaucoup de machines qui ont leur propre capteur. Voilà, donc pour avoir une vue opérationnelle. Donc, grâce à ce slide, vous allez pouvoir vous positionner et savoir, en fonction de vos objectifs, en fonction de la taille et d'où vous partez déjà, quel outil vous allez pouvoir choisir. Donc, si vous pouvez passer la slide d'après. On a la même chose côté développement produit, sauf que là, on a une vue plus séquentielle, plus en process. C'est-à-dire qu'en haut, je pars de la planification de la création produit et je vais jusqu'à sa diffusion sur les sites web et l'impression du produit, le packaging. Donc, on part du pilotage produit. Donc, pour ça, là encore un acronyme, le PLM comme Product Life Management, la gestion de vie du produit, où là, on gère un catalogue produit. Et ensuite, le pilotage packaging avec le packaging management. On descend ensuite dans la gestion des différents contenus, des données, des images. Et c'est là où on parle du MDM, du PIM, du DAM, qui sont des acronymes pour définir la gestion des données produits, la gestion des images, d'accord, de l'ensemble de vos données, en fait, pour créer vos produits et de vos spécifications produits, de vos textes, de vos ingrédients, etc. Et on arrive à la création effective du produit avec les outils de proofing et d'artwork management, avec la partie donc relecture packaging,
Et puis, on finit à la diffusion vers les sites web avec les standards qu'on a au niveau des données pour ça, qui sont le GDSN ou le format GS1, qui est un organisme qui permet d'échanger les données entre les distributeurs et les producteurs comme vous êtes. Donc voilà pour cette partie qui concerne les différents outils, que ce soit en production comme en développement produit. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Fourcroy, pour votre intervention que j'ai trouvée très claire. Là, on se rend bien compte qu'il y a différents outils qu'on peut utiliser, qu'il ne faut pas foncer sur la première solution qui nous est présentée. Et finalement, il est important de se poser la question quels sont mes besoins en interne et quels sont vraiment les besoins de chacun et de tous. Donc, merci beaucoup pour ce regard transverse et croisé. J'invite tous ceux qui le souhaitent à interagir dans le chat au vu de l'intervention de M. Fourcroy. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, nous sommes à votre écoute. On se laisse quelques minutes pour interagir. Alors, Monsieur Fourcroy, je pense que ça, c'est une question qui peut vous intéresser. Quelle est la différence entre ERP et GPAO? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez là encore. Oui, tout à fait. Alors, ERP, on est donc entreprise à ressources planning, on est plus global en fait sur l'outil parce qu'il va englober les tiers. On va englober la partie fournisseur, la partie client. Il y a des ERP qui intègrent aussi la partie financière avec la connexion à la compta. On parle aussi de gestion, génération des commandes, traitement des commandes clients et puis des commandes fournisseurs. Alors que GPAO, on va être plus sur ce qui concerne vraiment la production, d'accord? Donc c'est le planning de production, la circulation des matières, le suivi des opérations, des process, les lignes de production, d'accord? Voilà, c'est un peu plus large en fait au niveau de l'ERP que dans la partie GPAO où on se concentre vraiment sur la prod. Et GPAO, c'est l'ancien, pour compléter, hein, c'est l'ancien acronyme. Aujourd'hui, on parle plus de MES, la partie américaine ou anglaise. Si vous cherchez un outil aujourd'hui, les outils GPAO, on est plus dans les années 2080. MES, on est plus à aujourd'hui. Donc, Manufacturing Execution System, parce que plus connecté, en fait, tout simplement. Merci beaucoup pour cette précision. J'ai l'impression que ça a bien aidé Monsieur Ferrand. Et c'est une question qui se pose en fait assez régulièrement dans les entreprises alimentaires. Donc je pense que finalement, vous avez dû aider plus de personnes que vous ne le pensez. D'accord. En fait, tout dépend, pour compléter, tout dépend la dimension du projet. C'est-à-dire qu'en fait, un projet de ce type-là, il faut le faire par étapes. Il faut le séquencer. Donc ça peut être une première étape, s'occuper de la production, une deuxième étape, d'aller un peu plus loin avec le RP, ou faire les deux en même temps, c'est un choix, si vous avez la capacité, le temps, ou si vous pouvez séquencer le projet. Mais nous, quand on voit des gros projets comme ça dans les entreprises, on a toujours des séquences qui sont bien identifiées, parce qu'il faut le temps que tout le monde s'habitue au changement, il faut le temps, il faut pouvoir le financer, et puis on travaille pendant ce temps. C'est-à-dire que tous ces projets, ils vont avoir lieu pendant votre activité, d'accord? Donc il faut pouvoir les digérer au fur et à mesure des développements et de votre activité propre. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Si personne n'a d'autres questions, on va continuer. Hop. Et on a un petit peu d'avance, donc finalement, c'est pas plus mal.
On va commencer avec le retour d'expérience d'entreprises qui ont mis en place un logiciel pour les accompagner dans l'organisation interne de leur performance d'entreprise. Et on va commencer avec l'entreprise CGF Charcuterie. Donc, j'invite Monsieur Huchin à monter sur scène s'il en a la possibilité. Super. Bonjour, Monsieur Huchin. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'intervenir aujourd'hui. Avec plaisir. Je voulais avoir un petit peu votre retour d'expérience sur votre entreprise. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise d'une vingtaine de salariés et vous avez choisi d'adopter un outil qui a été construit vraiment sur mesure pour votre entreprise et donc qui évolue régulièrement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre entreprise et ce que vous faites chez CGF Charcuterie? Donc, CGF Charcuterie, c'est une entreprise de charcuterie, c'est une charcuterie industrielle qui est née en 1982 et qui a été créée par deux frères et leur meilleur ami. On fabrique des produits traditionnels régionaux de charcuterie qu'on vend à 95% à la grande distribution au rayon stand. C'est-à-dire que c'est les rayons où vous demandez les produits à la coupe. Voilà, aujourd'hui, on fabrique à peu près 1200 tonnes de charcuterie et on vend nos produits sur toute la partie Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, un peu l'Est et la Bretagne, même si ce n'est pas forcément évident. Mais, voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation dans laquelle vous étiez quand vous avez décidé d'intégrer votre outil? Comment ça s'est passé? Quelle était votre décision? Écoutez, à l'époque, je n'étais pas encore là parce que, bon, pour la petite histoire, l'entreprise a été créée donc, par mon père, mon oncle et un de leurs amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, forcément, à l'époque, on n'était pas encore là, mais eux, tout de suite, avaient saisi l'importance de cette gestion informatique pour la mise en place de la performance de l'entreprise. Et ils ont tout de suite adopté un ERP sans l'utiliser complètement, en fait. Donc, ils ont acheté un ERP qui n'utilise quasiment peut-être qu'à 5% de sa capacité. Mais ça reste l'outil central de l'entreprise. À l'époque, c'est ce qu'ils avaient décidé. Et ils ont décidé de greffer tous des outils informatiques qui viendraient piocher dans cet ERP et qui seraient complètement adaptés à leur façon de travailler et à la façon de travailler de l'entreprise. D'accord, c'était important d'avoir un outil vraiment adapté pour qu'il soit facile à l'usage, quoi. Facile à l'usage et aussi qui correspondent vraiment à leur façon de travailler, parce que chaque entreprise, notamment les PME comme les nôtres, a sa façon de travailler, a sa façon de voir les choses, a sa façon d'organiser le travail. Et les gros ERP, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, et peut-être que M. Fourcroy dira autre chose maintenant, mais à l'époque, les gros ERP ne correspondaient pas du tout en fait à la façon de travailler de l'entreprise. Ils se sont dit, on a besoin de l'ERP parce que effectivement, il y a ce côté client, et ce côté fournisseur, il y a ce côté activité, mais l'outil n'était pas adapté à leur façon de travailler. Et ils ont décidé de développer des outils extérieurs qui viendraient se greffer à l'ERP central pour pouvoir déterminer la façon de travailler de l'entreprise. Donc ça a commencé, comme M. Fourcroy l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment un séquençage. Ils ont commencé par la production, ils ont enchaîné ensuite par les achats, la qualité et la maintenance. D'accord. Donc la mise en place s'est faite progressivement. Vous n'avez pas fait une bascule tout d'un coup? Non, effectivement, c'est vraiment, pour la petite histoire, eux ont vraiment mis en place ça sur la production et les achats. Et depuis qu'on est là, maintenant ça fait 12 ans, on a vraiment axé encore plus sur la qualité et la maintenance. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont ça a été perçu à l'époque par les équipes? Comment est-ce que cette transition, même progressive, a été perçue? Je pense que dans un premier temps, ils n'étaient pas nombreux non plus, ils n'étaient qu'une quinzaine. C'était beaucoup de gens charcutiers à l'époque et dans les bureaux, ils n'étaient que 3. Et donc effectivement, au début, c'était beaucoup moins participatif parce que ils ont fait en fonction de leurs ressentis et de leurs envies. Et plus l'entreprise a évolué, plus on a grandi, plus le nombre de personnes dans les bureaux aussi a évolué de par les obligations, les résultats de qualité, les résultats de maintenance et autres. Et plus les décisions ont été participatives par rapport justement à ces outils de performance. Et aujourd'hui, par exemple, effectivement, quand on a besoin de travailler sur des outils qualité informatique, c'est la qualité qui demande. On travaille en réunion sur les besoins, on sollicite nos services informatiques pour développer, et après on met en place l'outil, mais vraiment qui correspondra aux besoins de la qualité.
Oui, Donc, c'est important. quand ils sont sollicités, les gens, quand on crée un outil et qu'on met en place un outil et qu'en plus il a été imaginé ou au moins travaillé par les personnes qui vont l'utiliser, forcément son intérêt et son utilisation deviennent vraiment beaucoup plus intéressantes. D'accord. C'est un témoignage qui me semble très intéressant, puisqu'on on se rend bien compte que progressivement, le fait que les gens puissent participer, s'intéressent au développement, facilite aussi l'intégration des nouveautés en fait dans votre entreprise. Donc ça reste quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça donne toujours envie de progresser en fait, parce que les personnes s'y intéressent, s'impliquent, ils voient que de leur implication résulte quelque chose, qu'il y a un outil qui est créé de par leur implication, et forcément, quand ça marche, ça donne encore plus envie de s'investir et de créer de nouvelles choses pour devenir de plus en plus performant. Donc, c'est un cercle vertueux en fait. C'est plus on s'implique, plus on a des outils qui donnent envie d'avancer et de devenir de plus en plus performant, et on avance comme ça en fait. Ah bah, ça donne vraiment envie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, à la louche, combien de temps l'intégration de la solution a pris? Alors, c'est un peu particulier puisque le développement s'est fait très progressivement chez vous, pas à pas. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un ordre d'idée? C'est vrai que c'est compliqué parce que, comme je vous l'expliquais, ça fait bientôt 20 ans que c'est Ah comme oui, ça. hein. Mhm. Mais effectivement, sur une année, c'est difficile à quantifier parce que c'est un travail de tous les jours, c'est des modifications à chaque fois parce que l'outil n'est pas forcément tout de suite performant comme on le souhaite. Donc, il y a toujours des petites adaptations qui arrivent. Donc, c'est un travail perpétuel avec nos services informatiques et puis avec nos différents services. C'est difficile à mesurer. Après, en plus de ça, c'est difficile à quantifier, et même le résultat est difficile à quantifier. Mais quand on voit tout ce que ça nous apporte au quotidien, peu importe le temps qu'on passe dessus, ça sera toujours rentabilisé parce que à la fois humainement et dans la performance, il n'y a que du positif. D'accord. Super. Très contente pour vous. Je crois que c'est important de préciser que en fait, l'informatique chez vous est développée par un prestataire qui est extérieur. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises alimentaires. Parfois, on a le souhait d'internaliser cette compétence-là. C'est sûr. Alors nous, déjà, on n'a pas du tout le besoin d'avoir quelqu'un en informatique en permanence. Ça serait la surqualité, ça n'aurait aucun intérêt. Et en plus, la personne qui développe nos outils, forcément, est quelqu'un de très, 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 très compétent informatiquement. C'est un développeur, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a des notions de différents langages informatiques. Et effectivement, je veux dire, s'il y a des outils comme les ERP qui existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens en informatique qui sont très, très performants et qui les développent. Cette personne en question, elle pourrait développer des ERP, mais elle les développe à notre demande. Et donc, c'est vraiment un professionnel de l'informatique. D'accord. Effectivement, quand on avait échangé, vous m'aviez bien expliqué que pour vous, c'était important que le prestataire soit très disponible et réactif. C'est important pour vous, ça aussi, ces critères-là. Ouais, c'est vrai que l'avantage des PME, la plupart du temps, c'est d'être très réactif, de réagir très, très vite. Et si on a demain un informaticien qui n'est pas dans cette démarche-là, forcément, ça ne peut pas nous correspondre. Et forcément, l'outil n'étant pas l'avantage des gros ERP aussi, c'est qu'il y a des plateformes hotline, tous ceux qui peuvent justement répondre très rapidement quand vous avez un problème. Nous, si on a un problème demain, effectivement, il faut qu'il soit disponible rapidement parce que si nos outils ne fonctionnent plus, parce que ça arrive dans l'informatique, il y a toujours des petits problèmes, effectivement, s'il n'est pas disponible, on pourrait se retrouver à l'arrêt. Et c'est ça aussi le risque. Alors, notre système n'est pas parfait parce qu'effectivement, si demain, lui, n'est pas disponible, eh ben, on est à l'arrêt, ou au moins, si on n'arrive pas à trouver de solution pour se débrouiller, on doit attendre que lui soit disponible. Et ça, c'est un des inconvénients de notre système, et on en est conscient, mais il faut qu'il soit toujours disponible. Et s'il n'est pas, c'est compliqué. D'accord. Donc, si je résume, aujourd'hui, vous avez un outil qui vous va comme un gant, qui vous va parfaitement, que vous développez petit à petit en fonction des évolutions de votre entreprise avec ce prestataire qui, on a la chance qu'il soit très réactif, disponible
et très compétent. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, si il ne peut pas être disponible, vous dépendez un petit peu de lui. C'est l'inconvénient de ce modèle-là, mais au quotidien, il y a aussi beaucoup d'avantages. Parfait, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre témoignage qui me semble très précieux. J'invite ceux qui le souhaitent à échanger, à poser des questions, parce que c'est le moment. Voilà, n'hésitez pas. Ce que je vais faire. Hop. On est très sage aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas. Hop. Bon, je suis désolée, j'aimerais bien mettre ma caméra, mais le direct faisant, l'outil ne me le permet pas aujourd'hui. Tant pis. Ah, on a une question de Guinette qui est en cours. Toc. Alors, Guillemette qui nous dit peut-être préciser le développement informatique, il est seul, c'est une petite société. Alors, effectivement, le prestataire informatique, peut-être, Monsieur Lechamp, vous avez envie de répondre à cette question de Guillemette. Alors, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai un problème sur mon écran, donc je n'avais pas vu la question du tout. Alors, je vous la redis. Guillemette propose de préciser que vis-à-vis du développement informatique, que ce développeur est tout seul et que c'est une petite société. Oui, effectivement, mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il est tout seul, il a aujourd'hui personne pour le seconder ni l'accompagner. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train forcément de réfléchir avec lui parce qu'on a conscience du risque que ça encourt. Le fait qu'il ne soit pas disponible tout le temps, ou le fait qu'il puisse être malade un jour, qu'il puisse aller en vacances aussi. Et donc effectivement, c'est quelque chose dont on discute avec lui pour pouvoir être sûr que demain, s'il n'est pas là, on pourra continuer à travailler. Oui. Nous avons une question de Amine. Est-ce que vous envisagez d'embaucher une personne en double poste, entre parenthèses informatique et autres, pour pallier au risque du blocage de production, par exemple en cas de problème informatique? Comment gérez-vous les pertes concernant la non-faisabilité de la production si l'ERP n'est pas opérationnel? Ça fait deux questions. Alors, il n'est pas envisagé du tout d'embaucher quelqu'un, même avec une double casquette, parce que, encore une fois, c'est du développement informatique très poussé, c'est du langage informatique très poussé. Et aujourd'hui, il est quelqu'un qui aurait une double casquette avec des compétences informatiques et une autre compétence ne serait pas capable de résoudre les problèmes que lui serait capable de résoudre. Et trouver une personne qui a ses compétences informatiques et qui en aurait d'autres en même temps, c'est impensable. Donc non, c'est pas envisagé. Et aujourd'hui, quand il y a un problème effectivement qui a lieu, on revient à l'ancienne méthode, qui est, par exemple, on peut parler de la préparation des commandes, où aujourd'hui elle est informatisée grâce à un de ces outils. Si demain on devait avoir un souci, ce serait un souci sur une journée, par exemple, et effectivement, on revient à l'ancienne méthode et on le fait à la main. Ça n'arrive jamais, mais c'est ce qu'on ferait si ça devait arriver. D'accord, donc vous avez anticipé ce mode qu'on appelle mode dégradé pour avoir un au cas où. Ouais, on l'a anticipé, même si on est conscient que c'est pas une solution. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à comment faire avec lui
pour que demain, s'il y a un problème, quelqu'un d'autre puisse nous, entre guillemets, nous sauver. Oui. Oui, on en avait effectivement parlé en préparant ce webinaire. C'est vrai que c'est une situation qui est pas forcément évidente, et il est vrai aussi que, ayant échangé avec votre prestataire informatique, c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un pour le seconder, en ce sens que il a un territoire d'intervention assez large. Et Monsieur Huchin a été déconnecté. Il reviendra. Effectivement, le prestataire informatique a un terrain d'intervention assez large, et il a aussi à la fois cette casquette de gestion de projet, en ce sens qu'il intervient pour mettre en place l'outil, mais il a aussi cette casquette de développement. Et aujourd'hui, il a des difficultés à trouver lui-même ce profil un petit peu hybride pour le seconder. Donc, nous ferons de nouveau intervenir Monsieur Huchin lorsqu'il sera de nouveau disponible. Nous allons doucement, si personne n'a d'autres questions, aller vers la présentation de Monsieur Stoops, qui va nous parler un petit peu de son entreprise Lactinov dans le groupe Lactunion. Si Monsieur Stoops peut participer, monter sur scène, cela serait très agréable. Bonjour. Alors, nous ne vous entendons pas, malheureusement. Ça, c'est les risques du direct. Ça arrive, c'est pas grave. Peut-être, Monsieur Stoops, vous pouvez essayer de vous reconnecter. Alors, en attendant qu'on arrive à résoudre ce problème-là, je vais, si Monsieur Stoops, vous êtes d'accord, je vais un petit peu présenter dans les premières grandes lignes votre entreprise et votre processus de mise en place de votre outil. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 6 avril, vous êtes en bascule de votre... Ah, je vous entends, ça y est. Allô? Ah non. Vous êtes aujourd'hui en bascule sur votre solution. Donc, félicitations, j'espère que ça se passera très bien. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise de plus de 100 ETP et vous êtes à la direction de 3 sites différents en Hauts-de-France. Vous êtes aujourd'hui en cours de mise en place d'un ERP et d'un MES sur vos 3 sites. Donc, l'intégration se passe progressivement. Et vous avez choisi les solutions ERP et MES de VIF. J'aimerais bien quand même arriver à vous entendre. Est-ce qu'il est possible peut-être qu'on passe par téléphone? Peut-être que ce serait bien. Oh, ça y est. Excusez-moi, ça doit être des problèmes techniques. Ah, ça fait plaisir d'entendre votre voix. Monsieur Stoops, je vous remercie de votre intervention aujourd'hui. J'ai commencé un tout petit peu de parler de votre entreprise, mais le mieux, c'est que vous en parliez vous-même. Est-ce que vous voulez bien présenter un petit peu votre entreprise, s'il vous plaît? Donc, nous, on est un groupe laitier, un groupe coopératif laitier. Donc, on est basé en Picardie. Hein. On a plusieurs sites. On a 3 sites industriels, 2 sites sur Abbeville, un site dans l'Aisne.
Donc, on est spécialisé dans la transformation laitière, à la fois en produits aseptiques, lait stérilisé UHT, et en transformation de la matière grasse. Donc, on est à peu près 450 salariés, on traite à peu près 300 millions de litres de lait par an sur l'ensemble de nos sites. Voilà, on traite la matière dès sa collecte chez les producteurs laitiers jusqu'au transport à la grande distribution ou dans des autres industries agroalimentaires de seconde transformation, donc de la collecte du lait jusqu'à la facturation. D'accord, donc toute cette grande chaîne d'activité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine de votre besoin? Dans quelle situation vous étiez lorsque vous avez eu besoin d'intégrer cet outil? Donc nous, on a un groupe qui est à l'origine qui est le regroupement de deux groupes. Donc on avait deux sites industriels, deux gros sites industriels qui avaient des outils informatiques complètement différents pour gérer quasiment les mêmes process. En plus, on a un groupe qui a beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Et donc, à un moment donné, on se retrouvait avec, dans notre système d'information, différentes solutions informatiques pour traiter quasiment des mêmes sujets, des solutions différentes, complètement atomisées. On se retrouvait avec beaucoup d'interfaces entre les différents logiciels métiers ou activités. Et ce qui fait qu'on avait une difficulté à la fois de consolidation, on avait des difficultés de gestion, de suivi de gestion et suivi à un moment donné de la performance économique. Et donc, à un moment donné, on a décidé d'uniformiser tout ça, donc de réfléchir aux différentes solutions informatiques qui s'offrent à nous. Et donc, on a opté pour un ERP. D'accord. Alors, vous êtes arrivé à la conclusion que vous aviez besoin d'un ERP. Comment s'est passé un petit peu l'intégration? Comment avez-vous choisi votre solution? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, d'abord, le choix de l'ERP, je vous l'ai dit, c'est pour avoir une solution vraiment harmonisée, commune à l'ensemble de nos métiers, à l'ensemble de nos sites. On voulait surtout, nous, un ERP industriel plutôt qu'un ERP financier, parce que le résultat de l'entreprise, il se passe vraiment sur les sites, dans la production. Et donc, on voulait d'abord un ERP industriel pour faciliter le quotidien de nos responsables de production. Et donc, on a d'abord une réflexion globale au niveau de la direction, quel type de ERP nous fallait, est-ce que c'est un ERP standard, est-ce qu'il fallait qu'on développe vraiment un ERP sur mesure. Donc voilà, donc on a d'abord une période d'analyse, de réflexion, et donc on a choisi un ERP standard plutôt que des développements spécifiques. D'accord. Pour vous, c'était aussi plus facile et moins chronophage d'avoir une solution disons, en place plutôt qu'un outil à entretenir régulièrement, c'est bien ça? On venait un peu du monde où on avait développé des outils en interne et où on était très lié au développement, très lié aux personnes qui étaient capables de les développer. Et on était un peu figé dans notre organisation. Alors que là, voilà, on a fait le choix d'un ERP standard. C'était à nous de nous adapter un peu au process de ce logiciel ou de ce progiciel, qui est aussi une référence quand même dans le monde agro. Hein. Ça nous permettait aussi de remettre à plat voilà, notre organisation, notre réflexion et certains de nos process. D'accord. Donc, ce qui est intéressant de constater là aujourd'hui avec les choix que vous avez faits pour votre entreprise, c'est que là, contrairement au témoignage que nous venons d'avoir avec CGF Charcuterie, vous profitez plutôt de l'opportunité de ce logiciel pour bénéficier des évolutions et donc vous souhaitez davantage vous adapter à l'outil plutôt que l'outil s'adapte à vous. C'est le parti que vous aviez pris plutôt. Alors, l'outil s'adapte de toute façon à un moment donné à nous. Hein. C'est des outils qui sont pas paramétrables, qui
c'est des outils du monde. Enfin, nous, on a choisi un outil du monde agroalimentaire, hein, donc il connaît quand même les difficultés ou les exigences du monde agroalimentaire. Mais nous, on voulait quand même. Alors, nous, la particularité, c'est qu'on avait déjà trois sites qui avaient des organisations, des habitudes, des manières de gérer tel ou tel process, des manières différentes. Et on a voulu, à travers un ERP standard, voilà, de redéfinir un peu notre organisation. Alors, pas de la redéfinir, mais d'y réfléchir, voilà, d'y réfléchir et de trouver un peu de faire du benchmarking, quoi. D'accord, ça a été une opportunité aussi pour vous, cette intégration du digital. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Autre question. Quelles étaient initialement vos attentes vis-à-vis de l'outil? Donc, vous nous aviez dit que vous aviez envie d'un outil agroalimentaire. On a bien compris que pour vous, c'était important que l'outil soit facile à maintenir, facile à exploiter, facile à prendre en main. J'ai compris aussi que vous aviez envie de bénéficier des mises à jour régulières issues des évolutions demandées chez les autres clients de votre fournisseur de RP. D'abord sur ce qu'on attendait vraiment, c'est aussi plus de sécurité dans nos process. Sécurité, alors après, c'est tout bête, mais c'est plein de petites sécurités comme utiliser le bon emballage pour le bon produit, être sûr de prendre le bon produit qui soit libéré, être sûr que le produit qui part, c'est bien le produit qui a été commandé. Et tout ça, c'est des chaînes de décisions qui sont vraiment validées dans un ERP, de la commande de l'emballage ou du produit matière première jusqu'à la livraison du produit fini. Et tout ça, alors ça prend du temps, mais à un moment donné, ça cadre les process et ça cadre aussi les missions de chaque collaborateur. Tout à fait. Alors, je tiens à vous contredire, c'est pas bête du tout, c'est très utile d'ailleurs en ce sens-là. C'est aussi moi je comprends que là, vous nous dites que votre ERP vous sert aussi de pare-feu et de contrôle supplémentaire qui vous éviterait certaines erreurs dans l'entreprise. Par exemple, des erreurs de saisie, admettons. C'est pas qu'un ERP financier, c'est avant tout un ERP industriel. Voilà. Un ERP industriel avec quand même des facilités et des reportings ou des extractions qui permettent un suivi aussi économique. D'accord. Oui. Un ERP standard, ça permet aussi de bénéficier des évolutions demandées par d'autres grands groupes industriels agroalimentaires et ou du réglementaire. Et donc, ça permet à chaque fois d'évoluer de manière plus simple que si c'était un logiciel interne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez procédé en interne pour l'intégration de ces systèmes-là? Comment sont passées les mises en place? Est-ce que vous avez fait tout sur les 3 sites en même temps? Je crois que non. Donc, non, donc déjà, on a pris un peu du temps au démarrage parce que je recherchais plutôt quelqu'un il faut vraiment des pilotes pour ces projets-là, qui sont des projets structurants, mais aussi chronophages et importants. Voilà. Et donc, on voulait trouver plutôt quelqu'un qui venait du monde agro et qui faisait de l'informatique. On n'en a pas trouvé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détaché quelqu'un de notre service qualité transverse qui avait des appétences pour la partie informatique et donc aujourd'hui qui pilote l'ensemble du déploiement de l'ERP sur nos sites, associé à quelqu'un plutôt du contrôle de gestion qui connaissait un peu bien la partie process et la partie flux. Et à deux, ils pilotent l'ensemble des déploiements de ce logiciel-là, donc qui se fait vraiment par atelier et par site. Donc il y a un plus petit site où on va faire l'ensemble des ateliers. Mais sur nos autres sites, c'est vraiment atelier par atelier. Voilà, c'est vraiment atelier par atelier avec l'intégration dans chaque équipe de déploiement des opérationnels, donc à la fois les responsables de service, mais aussi ce qu'ils appellent des key users, donc des personnes qui détiennent les compétences techniques et de production. Et voilà, qui vont aider à paramétrer et architecturer chaque service dans l'ERP.
Donc, vous avez sollicité des compétences transverses en fonction des besoins. Et j'ai compris que c'est aussi ces key users et par exemple ces responsables de service qui vous aident à faire les remontées des besoins de terrain. Donc, vous avez un peu les informations à tous les niveaux et dans tous les services de votre entreprise finalement. Ça, c'est important. De toute façon, dans l'équipe, dans chaque équipe, pour chaque déploiement, dans chaque activité, vous avez tout l'échantillonnage de nos services. Vous avez à la fois la partie qualité, vous avez pas la partie compta, la partie contrôle de gestion et surtout la partie prod. Et dans la partie prod, vous avez à la fois la partie responsable de prod, mais aussi ceux qui touchent à la prod au quotidien, quoi. Et donc avec leurs attentes, leurs exigences, leur connaissance des flux particuliers, hein, parce que ce qui passe, c'est les flux particuliers, c'est pas les flux généraux. Et donc, oui, il y a il y a les informaticiens aussi, ceux qui sont en relation quand c'est nécessaire avec les relations clients. Donc, vous avez un peu tous les corps des métiers, effectivement. Vous avez besoin à chaque fois d'avoir la compétence. Hein, voilà, comme dans tout projet, le projet informatique, c'est comme un projet technique ou un projet industriel. Hein, ça demande toutes les compétences. Et oui, mais merci de le souligner parce que c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est assez indispensable de pouvoir solliciter toutes ces connaissances et tous ces avis-là. Je vais vous poser la même question qu'à Monsieur Huchin. En termes de temps d'intégration de la solution, est-ce que vous avez une chronologie à nous partager, un ressenti sur la façon de faire? Donc nous, on a décidé de cet investissement, parce que c'est un investissement, hein. On a décidé de cet investissement en 2016. On a commencé notre premier atelier qui a vraiment commencé avec l'ERP, ça a été en juin 2020. Et on ambitionne de mettre l'ensemble de nos ateliers et l'ensemble de nos sites sous cet ERP-là à fin 2022. Oui, donc on se rend bien compte que on a des qui sont planifiés depuis juin 2020 à fin 2022. On a nos étapes. Il y a un atelier complet qui va démarrer ici en avril. Il y en a un autre en juin, en septembre. Voilà, on s'est obligé aussi à suivre un certain calendrier parce que derrière, il y a les gens qui attendent, il y a des gens qui. Voilà, on a mobilisé des gens et des attentes. Et voilà. C'est quelque chose qui est en cours. Voilà, quelque chose qui est en cours. Bon, là, on se rend bien compte finalement que un tel outil, ça ne se met pas en place dans une entreprise en un claquement de doigts. Hein. Ça prend du temps et c'est normal. Ça prend du temps. Surtout, vous m'aviez expliqué que la phase de préparation prend beaucoup de temps. Oui, entre le moment où vous décidez chez nous, hein, entre le moment où vous décidez de mettre en place l'ERP sur un atelier et le moment où vraiment vous faites le go, ça va de 6 mois à 1 an, hein, suivant la taille de l'atelier. Et donc ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup de paramétrage, beaucoup de réflexion sur aussi ce qu'on veut, l'organisation de l'atelier, comment on le voit. Voilà, mais après, ça permet un gain de temps, une fiabilité de l'information, voilà, voilà. Après, il faut vraiment une équipe, projet. Ma recommandation, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges le plus détaillé possible. Et c'est à partir du cahier des charges, voilà, que vous savez si votre prestataire est capable de répondre à vos questions, à votre problématique ou pas. Oui. Donc, on comprend bien effectivement que ce cahier des charges, c'est très important. Et finalement, ce travail en amont, il n'est absolument pas vain, puisque ça vous permet a posteriori d'avoir un outil qui vous convient, qui fonctionne bien dans votre entreprise. Et chacun sait que faire bien du premier coup, c'est quand même beaucoup plus efficace et ça demande beaucoup moins de temps en réalité et d'argent que de refaire des mises à jour très très régulière sur un tel outil, j'entends, hein, sur un gros ERP comme vous êtes en train de le mettre en place. C'est ça.
Eh ben, on est d'accord. J'ose vous poser la question, un outil de ce type-là, souvent, ça coûte cher, ça coûte très cher pour les entreprises. Souvent, les plus petites structures ont du mal à en bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez de ce coût-là? Est-ce que pour vous, c'est entré dans la balance malgré tout? Comment ça s'est passé pour vous? Donc c'est vrai que c'est un coût important. C'est un coût important. Je pense aux PME, c'est un coût important, mais à un moment donné, c'est un coût structurant pour évoluer. C'est un coût structurant, notamment dans l'agroalimentaire, où aujourd'hui on est quand même soumis à un certain nombre d'exigences, que ce soit en termes de production, de qualité, de traçabilité, et aussi d'exigences par rapport à nos clients, pour ceux qui travaillent avec la grande distribution. Je pense que c'est une étape nécessaire pour, à un moment donné, pour évoluer et structurer l'entreprise et son process de production dans l'agroalimentaire. Oui. Alors, après, en fonction du profil de l'entreprise, comme on l'a dit dans les étapes précédentes, chacune ira sur une solution qui lui convient. Vous avez choisi l'ERP parce que ça vous convenait et que c'est une bonne solution pour vous, même si les autres solutions peuvent aussi avoir un coût, il est important de garder en tête que à chaque entreprise et à chaque projet, sa solution. Un ERP, pour ceux qui ne connaissent pas bien, un ERP, c'est vraiment l'ensemble de votre process sous une seule solution informatique. Au lieu d'avoir un logiciel qui va traiter des achats, un logiciel qui va traiter de la prod, un logiciel qui va traiter du stockage, de la logistique, un logiciel qui va traiter des expéditions et un logiciel qui va traiter de la facturation, ben là, vous avez tout avec en plus en support la traçabilité qualité tout au long. Vous avez tout dans un seul logiciel. Voilà. Donc, c'est pas plus cher. Hein. C'est plus cher peut-être en one time quoi, que dire j'achète d'abord un logiciel sur ça, un logiciel sur ça, un logiciel sur ça. Et moi, je trouve que le RP chez nous, dans l'agro, où vous avez besoin d'une traçabilité et aussi d'une gestion d'un coût complet par produit, ça me paraît être la solution. Mais vous voyez, nous, on l'a mis en place bien après. Hein. Donc, ça demande une structuration, de la réflexion. D'accord. Oui, il y a quand même un travail à faire en amont. Ok. Nous avions échangé la dernière fois. Il me semblait qu'aujourd'hui, vous êtes sur la bascule alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, un de vos ateliers. Alors, c'est pas aujourd'hui, ça sera courant du mois D'accord. Là, c'est courant du mois, donc on bascule un atelier complet courant du mois d'avril. Bon, bah, c'est éminent. C'est notre deuxième atelier. Ouais. D'accord, bravo. Alors, on va passer aux questions. Je vous remercie, Monsieur Stoops, de votre intervention et de votre témoignage riche. Si les participants ont des questions, ils peuvent se manifester dans le chat. Je vois que Monsieur Ferron a une nouvelle question. Quels ont été les principaux apports de la mise en place de l'ERP, Monsieur Stoops? Donc aujourd'hui, on est seulement en train d'en bénéficier, mais notre volonté au moins, c'est d'abord de bien structurer notre process, de l'encadrer, donc de la matière première à la facturation, en termes de qualité, de sûreté alimentaire aussi, hein, d'être sûr qu'on, je vous dis, qu'on soit sûr à chaque étape de notre process de fabrication que l'ensemble de nos exigences soient respectées aussi par nos salariés. Et après, la deuxième, c'est vraiment en termes de gestion et de suivi économique et financier, d'avoir la bonne information au bon moment et de manière fiable, sans ressaisie d'un logiciel d'achat vers un logiciel. Enfin, voilà, vous avez l'ensemble du flux dans une seule solution informatique. Voilà. Merci.
Est-ce que d'autres personnes ont des questions, des remarques après tout? Non. Bon. Si vous avez de nouvelles questions, vous pouvez vous manifester dans le chat ou poser directement des questions. N'hésitez pas. Alors, je vous propose un petit sondage, le deuxième, sur les retours d'entreprise que vous avez pu avoir à l'instant, à la fois CGF Charcuterie, petite entreprise de charcuterie qui a développé un outil finalement qui lui convient tout à fait et qui est vraiment adapté à sa configuration. Et en parallèle, avec le groupe Lactinov, nous avons eu le témoignage d'une structure un peu plus grande, près de 400 personnes, et qui a opté pour une solution VIF qui est clé en main. Je voulais savoir un petit peu, en un mot, qu'est-ce que vous retenez de ces témoignages et comment est-ce que vous l'avez perçu? Donc, je vous invite à rejoindre le sondage que ma collègue Laurine Coquerel vous poste à l'instant. Voilà, vous pouvez participer. Alors, on commence à avoir les résultats. Merci Laurine pour le partage. Oh, on a un beau taux de participation, c'est bien ça. Donc, en un mot, je vois préparation, équipe projet, client, pilote, cahier des charges. Oui, absolument. Une vue de production surtout, un projet, une solution, unifier les process, concertation. Oui, absolument. C'est un projet structurant, sécurisation, adaptabilité, adapté et calendrier. Alors, on continue à avoir des réponses. Vos témoignages, enfin, vos retours ici sont précieux pour nous. Ça nous permet de voir un petit peu ce que vous avez pu retenir de ces témoignages-là. Alors, on constate que le prisme de production via la sécurité de l'information est très important. On constate aussi que c'est important pour vous d'avoir un outil qui est adapté et qui est adaptable, que le projet se construit en équipe et sur le long terme, qu'il est important d'être bien organisé. Donc, c'est un petit peu les grandes lignes aussi de ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Donc, parfait, je vous remercie pour ce témoignage, là, tout de suite. Hop. Et si vous n'avez plus de participation, on va continuer. Et Monsieur Fourcroy, avec vous, on va présenter un petit peu comment est-ce qu'on met en place un tel projet dans une entreprise. Et donc, je vous laisse introduire un petit peu la question. Alors, merci. Alors, en fait, cette slide correspond à comment on fait pour démarrer avec un éditeur pour l'installation d'un logiciel. On a vu dans la précédente partie théorique les différents types de logiciels. Ici, c'est comment on fait, comment je démarre. Je pense que vous avez entendu parler, mais si vous allez vers ces solutions, ça va être pour vous un point important, c'est la partie agilité. Qu'est-ce que l'agilité? Alors, l'agilité, c'est une façon d'intégrer l'outil
Alors, j'ai pris cet exemple de pâtisserie volontairement parce qu'on est dans un monde agroalimentaire, donc ça se prête bien. En fait, quand vous allez installer un outil, vous allez créer une recette. Okay, et cette recette de pâtisserie, elle va, comme vous le voyez sur les 3 images là, elle va progressivement avoir plus de détails. Et ces détails vont correspondre à votre solution qui va être plus ou moins aboutie. Donc le premier workshop, la première atelier, on va avoir une vue assez imprécise et puis progressivement, par itération, puisque c'est le terme qu'on utilise, on va échanger avec les acteurs internes, qui sont les key users dont parlait le participant M. Loos tout à l'heure, les key users ou les pilotes, d'accord, ils ont plusieurs noms, et l'éditeur. Et cette interaction entre l'éditeur et les key users, au fur et à mesure du développement et des différents ateliers, vont préciser votre besoin. Donc ces besoins qui sont une part de une part du gâteau, là, comme vous avez sur cette présentation, cette part de gâteau, en fait, c'est un découpage de l'entreprise ou des fonctionnalités. Donc on va prendre une première brique, ça va être une première part, ça va être le flux de travail. Une deuxième part, ça va être les utilisateurs. Une troisième part, ça va être le design, etc., etc. Et du coup, on va se répartir les parts pour que chacun soit focalisé sur une partie. Et c'est ces allers-retours, ces itérations entre l'éditeur et vos équipes qui vont faire qu'in fine, on va pouvoir faire notre recette, c'est-à-dire définir le cahier des charges. Voilà. Et dernière chose sur cette slide-là, en fait, nous, dans les projets qu'on installe, on a beaucoup de clients qui ont des idées très précises au début, mais finalement, au fur et à mesure, les choses évoluent. Et en fait, ce qui est important avec le mode agile, c'est qu'à chaque étape, à chaque workshop, on a une présentation de l'outil qui est faite par l'éditeur. Donc, c'est ces allers-retours entre vos interactions et cette présentation de l'outil qui fait que le projet se passe bien, parce que vous voyez en fait la construction. C'est pas au début, j'imagine un truc, et puis à la fin, j'ai une livraison. Non, il y a des allers-retours intermédiaires qui permettent, ces itérations qui permettent de construire la solution. Voilà. Et j'en ai terminé. Si une dernière chose, peut-être, c'est, avant d'introduire, c'est qu'on a besoin d'un espace commun d'échange avec l'éditeur. Donc, pensez aussi à la façon d'interagir avec l'éditeur, qu'elle soit adaptée, qu'elle soit pratique. Parce que ça permet de bien échanger à la fois en interne, surtout si on est en distanciel avec le Covid. Nous, on fait des installations en ce moment avec du distanciel, c'est comme ça qu'on fait. Et l'éditeur. Voilà, j'ai terminé cette partie-là. Merci beaucoup. Effectivement, avoir une bonne relation avec son éditeur, c'est très important, et avoir un interlocuteur bien identifié, ça peut vraiment faciliter la vie. Ouais. Enfin, je vous parle du guide. Je vous en ai parlé 3 fois précédemment. Ce guide-là, vous pourrez le télécharger via le site du CERCIA Interface, et ou dans le chat, ma collègue vous proposera le lien de téléchargement directement. Donc, Laurine, si tu peux, ça m'aiderait beaucoup. L'idée ici, c'est de vous présenter les bonnes pratiques qui ont été identifiées par témoignage chez 4 entreprises PME des Hauts-de-France. Et on a envie de vous apporter des éléments de réponse à vous, entreprise, qui vous interrogez sur la démarche de mise en place d'un outil digital, quel que soit l'outil en question, puisque souvent, en fait, on ne parle pas uniquement de logiciel, mais ça peut, l'outil dont il sera question, ça peut aussi concerner les interfaces homme-machine qui vont vous permettre de capter de l'information et qui vont aller donner de l'information à votre logiciel. Donc, il est important d'avoir une vue vraiment d'ensemble. Qu'est-ce que vous apprendrez dans ce guide-là ? Déjà, comme on en a pas mal parlé ici, c'est d'avoir une démarche participative et se mettre en mode projet, un petit peu comme ce que M. Fourcroy vient de nous expliquer. Comment est-ce qu'on se met en mode projet ? Est-ce qu'on se met en mode agile ? Oui, on se met en mode adaptatif, puisque il est important d'avoir une solution qui vous convient bien et d'aller régulièrement sur le terrain pour le constater.
quelles sont les grandes étapes de mise en place d'un tel outil? Pour répondre à cette question-là, en fait, on a croisé les bonnes pratiques, aussi bien les tops et les flops que les entreprises interrogées ont pu identifier. Et à la fin, vous retrouvez les fiches portraits des acteurs, avec entre autres le témoignage de CGF Charcuterie, qui correspond à peu près à ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Donc, merci Laurine pour le lien que vous trouverez d'ores et déjà dans le chat. Vous pouvez télécharger tout de suite. Ce guide est fait pour être pratique. Il a été créé en partenariat avec l'Arato de France et donc le CERCIA. Et donc, utilisez-le, abusez-en, faites-vous plaisir. J'ai envie maintenant de nouveau d'avoir votre retour, puisque votre avis nous intéresse. Aujourd'hui, au vu de ce que vous avez pu entendre ce matin, quels seraient les projets digitaux envisageables dans votre entreprise? Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible? Quels seraient vos souhaits? Peut-être que vous aviez déjà des idées avant d'arriver à ce webinaire. Je vous invite à répondre au petit pop que ma collègue Laurine va bientôt vous proposer. Vous allez pouvoir participer et générer un nuage de mots. On se laisse quelques instants pour répondre. Ou alors, vous pouvez directement interagir dans le chat si vous préférez, si vous en avez envie. Alors, si vous préférez, vous pouvez directement aller taper dans la partie chat vos questions. Sachez que, quoi qu'il arrive, vous pouvez aussi directement interagir en direct avec nous si vous préférez que vos questions, vos problématiques, vos projets restent confidentiels. On reviendra vers vous très très vite. Donc, si vous voulez, on va passer à l'étape d'après. De façon générale, on va bientôt conclure ce webinaire. Qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Est-ce que vous êtes satisfait? Nous, ça nous intéresse d'avoir votre retour. Est-ce que vous avez des idées Est-ce que vous avez des envies de thématiques pour les prochains webinaires que nous organiserons sur cette thématique, par exemple? Merci pour votre intervention, Solène. Avec plaisir, on continuera à faire des webinaires si ça vous intéresse. Et effectivement, les témoignages ont été très intéressants et très enrichissants. Donc, merci aux trois personnes qui sont venues aujourd'hui
témoigner et enrichir ce webinaire. Bon, comme je le disais, c'est la première session d'une saga de webinaires que nous organiserons sur le digital en agroalimentaire. Dans nos projets, nous avons plusieurs thématiques en tête. L'intelligence artificielle, pourquoi pas, la robotique, la sécurisation des données. Selon vos envies, selon vos appétences, vous pouvez aussi nous faire des sollicitations, nous poser des questions. Ça nous permettra aussi un petit peu d'orienter nos choix pour diffuser de l'information qui vous intéresse et qui soit toujours de qualité. Alors, le no-code, ok, nous pouvons travailler dessus. Ça fera partie de notre liste de choix possibles. Merci beaucoup. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous. Vous pouvez nous contacter via cette adresse mail, nous envoyer des messages ou alors directement nous contacter via les réseaux. Nous répondons de toute façon très rapidement, ça fait partie de notre travail, et toujours avec le sourire, parce qu'on est comme ça. Voilà. Bon. Je pense qu'on a terminé ce webinaire un tout petit peu en avance. Nous restons à votre disposition, et voilà, n'hésitez pas. À bientôt.